Bonjour à tout le monde. Bonjour Catherine. Et bienvenue à cette seconde session de pédiatrie qui est réalisée avec le soutien institutionnel de MSD. Je suis Marie-Chantal Kakou, psychologue clinicienne et psychothérapeute à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'interviens pour beaucoup dans le suivi des enfants et familles vivant avec le VIH. J'ai le plaisir de co-modérer cette session avec Catherine Dolphus, que je vais avoir l'honneur de mieux vous présenter tout à l'heure, puisqu'elle aussi va faire donc une présentation. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, quand je dis session de pédiatrie, j'aime penser celle-ci dans sa définition de secteur dont l'objectif est d'assurer au mieux le développement physique, l'épanouissement psychologique et social de l'enfant. Et la pathologie VIH qui implique un suivi de longue durée, donc une position d'accompagnement de l'évolution de l'enfant, interroge encore plus cet idéal de la pédiatrie. Les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui dans cette session se logent totalement dans ce créneau. Elles partent de l'enjeu qui est de positionner ou non l'enfant dans le début de sa vie, dans un futur de maladie, avec l'aspect des contaminations mère-enfant, jusqu'à son accompagnement dans la gestion de sa séropositivité en tant que futur adulte. Nous allons avoir, je pense, 4 interventions. 2 interventions suivies d'une séance de questions-réponses et 2 autres avec une autre séance de questions, je crois, hein, si nous n'avons pas d'autres aléas de la technique. Alors, je vous invite tous, pour vos questions, à les poser dans le cadre questions-réponses qui est situé en dessous de la fenêtre de la session. Alors, Catherine, peut-être que tu as quelques mots à dire, hein? Je te passe la parole. Oui, c'est vrai que c'est quand même très particulier ce congrès à distance. On n'est pas forcément extrêmement à l'aise dans cette façon de faire. Mais néanmoins, ce que j'ai ressenti hier, puisque aujourd'hui est la deuxième session de pédiatrie, c'est que finalement, ça pouvait aussi donner accès à une participation au congrès pour certains collègues qui n'ont pas la possibilité de quitter leur terrain pour venir se rendre au congrès et qui peut-être finalement seront un peu plus présents, soit en direct, soit par le replay, puisque toutes ces séances seront, je ne sais pas à partir de quelle date, accessibles en replay, et du coup, ça permettra quand même un contact, même s'il est très particulier, je dirais. Donc, sur le thème, oui, effectivement, on va voir des choses très diverses qui vont partir du bébé, du tout premier dépistage, jusqu'à quand on lâche la main après ce long accompagnement pour le service adulte. Donc, on va brasser du temps dans la séance qui vient. Je vous redonne la parole, Marie-Chantal. Merci beaucoup, Catherine. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre premier intervenant. Il s'agit de Gilles Vandeler, j'espère que je prononce bien, qui est médecin, chef de clinique au département des maladies infectieuses à l'hôpital universitaire de Berne, en Suisse, et chercheur affilié à l'Institut de médecine sociale et prévention de l'université de Berne. Il a mené de nombreux projets scientifiques dans le domaine du VIH et des hépatites virales en Europe et en Afrique subsaharienne. Il est professeur au Fonds national suisse de recherche. Et bon, on va faire un peu de pub pour le livre Afra-VIH. Il est co-éditeur de l'ouvrage Afra-VIH, VIH, hépatite virale et santé sexuelle. Procurez-le vous parce qu'il est intéressant. Alors, il va nous exposer où nous en sommes au niveau de la prévention de la transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B. Monsieur Vandeler, si vous êtes là, c'est à vous. Bonjour à tous. C'est un honneur de pouvoir vous parler de la prévention de la transmission mère-enfant de l'hépatite B et de tenter de répondre à la question « Où en est-on ?» J'aimerais commencer par vous parler de la stratégie mise en place au Taïwan dans le but de diminuer la prévalence de l'hépatite B au Taïwan. Au début des années 80, le Taïwan avait une prévalence de l'hépatite B de plus de 10%. Donc en 1984, Taïwan a décidé de mettre en place une stratégie de vaccination à large échelle. Tout d'abord, les nouveau-nés,
Et ensuite, en 87, cette stratégie a été étendue à tous les enfants en âge scolaire et finalement en 1990 à tous les adultes. Ce qu'on a observé, c'est une diminution drastique de la prévalence de l'antigène HBS chez les enfants de 6 ans, qui est passé de plus de 10% en 84 et à 6 ans plus tard à moins de 1%. Cette diminution a eu un effet massif sur la santé des personnes au Taïwan, notamment avec une diminution de la mortalité liée aux causes hépatiques. On le voit dans le graphique à droite, une diminution massive qu'on voit notamment chez les hommes. Chez les hommes nés avant la stratégie de vaccination, on avait une mortalité élevée, alors que chez les hommes nés après le début de la stratégie de vaccination, on voit avec la deuxième courbe que la mortalité avait nettement diminué en ce qui concerne les causes hépatiques. Cela montre bien que la prévention de la transmission mère-enfant est très importante quand on veut mettre en place des stratégies d'élimination de l'hépatite B. Qu'en est-il sur le plan global? Eh bien, la prévalence de l'antigène HBS chez les enfants de moins de 5 ans est un excellent indicateur. Et sur ce graphique, on voit bien que l'Afrique a une prévalence encore très élevée, plus de 3% chez les enfants de moins de 5 ans. Cela est important parce qu'on sait que plus l'âge est précoce, l'âge de la transmission est précoce, plus le risque est élevé de développer une hépatite B chronique. Cela a bien été montré dans cette étude qui date déjà de quelques années et qui a montré que si l'enfant est infecté à la naissance, eh bien, son risque de développer une hépatite B chronique est de l'ordre de 80-90%, alors que ce risque diminue drastiquement avec les années. Qu'en est-il de l'histoire naturelle de l'hépatite B? Eh bien, regardons ici ensemble la situation avant l'ère vaccinale, donc dans les débuts des années 80. Cela est la situation dans un village en Gambie où des tests sérologiques ont été effectués chez une bonne proportion des enfants. Et vous voyez ici qu'à gauche, la transmission mère-enfant menait à une situation où on avait une prévalence de l'ordre de 4-5% chez les petits-enfants, et cette prévalence augmente avec l'âge. Vous voyez qu'à l'âge de 13-14 ans, eh bien, le 80% des personnes, des enfants, avaient eu contact avec l'hépatite B, donc des anti-HBC positifs, alors que la prévalence de l'antigène HBS stagne à partir de la 5e année de vie, autour de 10-15%. Donc, cela était la situation avant l'ère des vaccins. Et au début des années 90, eh bien, des stratégies de mise en place des vaccinations, des 3 doses de vaccination inclus donc dans le schéma de vaccination habituel des enfants, eh bien, ces stratégies ont été mises en place un peu partout et on voit qu'en 2015, eh bien, la couverture de ces 3 doses de vaccin est très bonne, avec plus de 80% dans toutes les régions. Eh bien, cette amélioration de la couverture vaccinale a forcément eu un impact sur l'épidémiologie de l'hépatite B. Et c'est ce qu'on voit ici très bien dans cette étude de modélisation qui montre très bien que dans les années 80, eh bien, on avait la majeure partie des infections qui survenaient après les premières années de vie. Vous voyez ici, par exemple, qu'en 1980, eh bien, la transmission de la mère à l'enfant, ce qui est montré en violet, représentait à peu près 15-16% des transmissions, alors que, suite à l'implémentation de la vaccination, eh bien, on a une diminution massive des infections après la naissance, et on reste avec une proportion très importante des transmissions qui sont issues de la mère à l'enfant. Et on voit par exemple qu'en 2020, eh bien, la transmission de la mère-enfant représente le 50% des nouvelles infections. Cela montre donc bien qu'il est important de s'attaquer au problème de la transmission de la mère à l'enfant. Qu'avons-nous comme outil pour diminuer cette transmission? Eh bien, tout d'abord, le testing. Il est absolument fondamental que toutes les femmes enceintes soient testées pour l'hépatite B. Cela peut se faire à l'aide de tests rapides, notamment. Et même si cela paraît évident, eh bien, on s'aperçoit que l'implémentation de cela n'est pas tout à fait facile non plus. Je vous montre l'exemple d'une étude que nous avons effectuée au sein de cliniques VIH à travers l'Afrique, plus de 3000 patients qui débutaient un traitement antirétroviral, et vous voyez que moins du quart de ces patients avaient été testés pour l'hépatite B, alors qu'on sait que chacun doit être testé pour ce virus. Donc, ce que je veux dire avec cela, c'est que si c'est compliqué de le faire dans une clinique VIH qui, en général, a un laboratoire, a ce genre de test à disposition, eh bien, ça va l'être encore plus dans des cliniques de premier recours décentralisées.
La pierre angulaire de la prévention de la transmission mère-enfant est bien évidemment la dose de vaccin à la naissance. On sait que cela fonctionne, ça a été montré dans plusieurs études, notamment cette étude canadienne qui date déjà d'il y a pas loin de 30 ans, qui a très bien montré que parmi les enfants qui sont nés de mères infectées par l'hépatite B, on voit que ceux qui ont une maman qui a un antigène HBE positif, eh bien, leur risque est 10 fois plus important de développer une hépatite B chronique. Mais plus bas dans la tabelle, on voit aussi que ce risque est plus important plus la première dose de vaccination est donnée tard. Si on compare par exemple la dose de vaccination à une semaine, eh bien, si les enfants reçoivent cette dose à une semaine, le risque est 4 fois plus élevé de développer une hépatite B chronique que s'ils reçoivent cette première dose le premier jour. Donc, un impact important de la dose de vaccin à la naissance, mais ça ne suffit pas toujours. Et cela a bien été montré dans bon nombre d'études asiatiques, notamment celle-ci, qui montre très bien que si le bébé reçoit le vaccin à la naissance et les immunoglobulines, eh bien, son risque d'être infecté par l'hépatite B est faible, sauf si la charge virale de la maman est élevée. Et on voit ici cela. Si on a une charge virale de plus de 200 000 unités par millilitre, eh bien, il y a des cas de transmission de l'hépatite B malgré la vaccination et les immunoglobulines. Et donc, dans cette situation-là, ce qu'il faut faire, c'est la prophylaxie antivirale chez la femme enceinte, en général au 3e trimestre de la grossesse. L'efficacité de cette stratégie a bien été montrée dans 2 essais asiatiques, un en Chine, un en Thaïlande. Et ces 2 essais ont montré que si on donne en plus de la vaccination et des immunoglobulines, le traitement antiviral chez la femme qui a une charge virale élevée, eh bien, on n'observe pas de transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant, alors que si ces femmes ne reçoivent pas de traitement antiviral, eh bien, on a tout de même un certain nombre de cas de transmission de la mère à l'enfant. Revenons quelques instants sur la dose de vaccination à la naissance, car il s'agit ici vraiment de la stratégie qui va déterminer beaucoup de choses en termes d'épidémiologie de l'hépatite B. La couverture actuelle de la vaccination à la naissance reste faible. Selon les données de l'OMS, à gauche, on voit qu'en 2015, on a des couvertures très variables selon les régions. Vous voyez notamment qu'en Afrique, eh bien, on a à peu près 10% de couverture de la dose à la naissance. Si on se fie par contre à une récente méta-analyse publiée par l'équipe de Yusuke Shimakawa, on s'aperçoit qu'au sein de 31 études incluses dans cette méta-analyse, des études africaines, eh bien, tout à gauche dans le graphique, la première barre montre qu'on a à peu près 1% de couverture de la dose vaccinale à la naissance au sein de ces études. Donc encore plus faible que ce que rapporte l'OMS. Et cette couverture augmente légèrement durant le premier mois de vie de ces enfants. Donc pourquoi est-ce qu'il est difficile de pouvoir implémenter cette dose de vaccin à la naissance? Il y a différentes raisons, notamment des raisons structurelles logistiques. Donc il y a le coût, il y a la chaîne du froid qui a été longtemps évoquée, malgré de nouvelles données qui montrent des technologies qui permettraient d'éviter ce problème-là. On a également le phénomène des naissances au domicile. Dans de nombreux pays, notamment en Afrique, bon nombre de femmes donnent naissance à domicile. Il est donc difficile d'implémenter une stratégie de vaccination à la naissance dans ce genre de circonstances. On a des facteurs socioculturels qui sont importants, j'y reviendrai dans quelques secondes. On a l'éducation, donc la formation et l'amélioration des connaissances du personnel soignant, qui est également important. Et on a bien sûr la volonté politique. Les gouvernements des différents pays doivent adopter ce genre de stratégie et donc mettre également les financements indispensables à l'implémentation de ce genre de stratégie. J'aimerais parler rapidement d'une étude qui nous a été montrée il y a 2 ans à la FRAVI à Bordeaux, une étude très importante par une équipe française au Burkina et au Madagascar, qui a évalué l'acceptabilité de la dose à la naissance de vaccins chez des femmes qui ont donc donné naissance en clinique et à la maison dans ces 2 pays. Vous voyez dans les graphiques au-dessous, si on commence par le Burkina, dans le premier mois, à peu près tous les bébés ont reçu une dose de vaccination. Par contre, à peu près 40 à 50% l'ont reçu lors du premier jour.
Situation complètement différente au Madagascar, où vous voyez que très peu de bébés ont reçu le vaccin, et notamment de manière très intéressante, même chez les femmes qui ont donné naissance à la clinique, eh bien là aussi, seulement 10% des bébés ont reçu la dose de vaccination à la naissance. Pourquoi? De nombreuses raisons, de nombreuses explications, notamment l'acceptabilité. On sait que beaucoup de ces femmes-là avaient de la peine à envisager que leur enfant reçoive un vaccin déjà le premier jour de leur vie. Notamment aussi des problèmes de communication, probablement entre le personnel soignant et les patients. Mais cette étude montre très bien qu'il est absolument nécessaire d'effectuer ce genre d'évaluation avant l'implémentation de stratégies pour qu'on puisse assurer l'efficacité de ce genre de stratégie. Je mentionnais tout à l'heure l'éducation et les connaissances. Nous avons effectué récemment au Sénégal une étude au sein de médecins généralistes et de spécialistes, une centaine de médecins, et vous voyez que les connaissances liées au vaccin de l'hépatite B sont sous-optimales. Notamment la deuxième question ici, est-ce que le vaccin peut être administré à un nouveau-né? Vous voyez que la moitié des médecins ont répondu qu'ils ne savaient pas ou qu'ils ne pensaient pas pouvoir, qu'ils ne pensaient pas que cela était faisable. La troisième question, est-ce que le vaccin contre l'hépatite B peut mener à l'infertilité? Eh bien là, encore une fois, la moitié des médecins ont répondu que oui. Donc là aussi, il s'agira d'effectuer un gros travail d'information et d'amélioration des connaissances, surtout aussi du personnel soignant. J'aimerais terminer en évoquant quelques points clés et en soulignant également, et peut-être à nouveau, le rôle très important de la transmission de la mère à l'enfant dans l'épidémiologie actuelle de l'hépatite B sur le plan global et de l'importance du vaccin à la naissance. Cela, je voulais le montrer avec le graphique à droite, où vous voyez une étude de modélisation qui montre très bien que si on continue comme nous sommes en train de le faire actuellement, eh bien, on va mettre beaucoup de temps à éliminer l'hépatite B. Alors que si le vaccin à la naissance est ajouté, ce sont les courbes sur le bas de ce graphique, et bien vous voyez que l'élimination de l'hépatite B peut être atteinte beaucoup plus rapidement. Donc absolument central d'améliorer la couverture de la dose de vaccin à la naissance. Je voulais aussi souligner ici que chaque femme, qu'il est important que chaque femme enceinte reçoive un test pour l'hépatite B et, selon les possibilités, qu'un traitement antiviral soit débuté chez les femmes avec une charge virale élevée. Il est bien sûr problématique de devoir mesurer la charge virale chez chacune de ces femmes enceintes porteuses de l'antigène HBs. J'aimerais rappeler ici qu'il y a une bonne dizaine d'années, eh bien, on avait décidé de manière assez pragmatique dans le monde du VIH de donner un accès beaucoup plus large au traitement chez les femmes enceintes porteuses du VIH afin de diminuer la transmission de la mère-enfant. Entre autres. Et je pense qu'il s'agira également, dans le domaine de l'hépatite B, d'avoir ce genre de discussion pour que les femmes enceintes aient un accès plus large au traitement antiviral. Et finalement, je veux rappeler ici que nous sommes encore loin du but, que selon les estimations de l'OMS, eh bien, il faut, pour qu'on puisse atteindre une élimination de l'hépatite B en 2030, eh bien, il faut que la couverture des stratégies de diminution de la transmission mère-enfant soit disponible dans 90% des cas. Nous sommes actuellement à 40% de couverture, donc encore beaucoup d'efforts à faire. Donc il faut aller vite et il faut que tout le monde y mette du sien. Et j'aimerais finir par vous montrer la couverture des dernières recommandations de l'OMS qui viennent d'être publiées sur la transmission, sur la prévention de la transmission de l'hépatite B, transmission de la mère à l'enfant. Et je vous conseille vivement de lire ces recommandations qui sont très informatives. Voilà, j'aimerais vous remercier de votre attention et je vous souhaite encore une bonne fin de conférence. Bonjour à tous les amis d'Afravi. Je vais vous parler aujourd'hui du sujet consultation de transition, une étape primordiale. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de transition? Il s'agit d'un mouvement planifié et orienté des adolescents et jeunes adultes qui présentent un problème médical chronique, d'un système de prise en charge pédiatrique vers un système de prise en charge adulte. Ce processus, tout adolescent porteur de maladies chroniques devra le traverser. Mais pour ceci, il faut que les patients et leurs familles, mais également les services de pédiatrie et les services de médecine adulte s'adaptent. Cette période de transition est à très haut risque d'une rupture de suivi, de rupture de traitement
d'aggravation de la maladie du fait de cette discontinuité de la prise en charge qui se passe à un moment particulier de la dynamique adolescente. Il implique donc une vigilance tout à fait particulière et prolongée des équipes. Et je voulais vous montrer cette statistique mondiale du sida qui vous montre que la mortalité liée au sida a baissé dans quasiment tous les groupes d'âge, mais le seul groupe d'âge pour lequel ça ne baisse pas, et cela a longtemps augmenté, c'est le groupe des 15 à 19 ans. Alors, quelles sont les problématiques? Tout d'abord, l'enfant a été suivi dans un service de pédiatrie. C'est le lieu où s'est établi le premier lien thérapeutique pour l'enfant et ses parents. Il s'est créé un attachement particulier et prolongé. Le deuxième point est que justement, la transition se passe sur un plan institutionnel à un moment tout à fait particulier en vulnérabilité qui est l'adolescence, un moment où surviennent tous les changements de vie, les changements d'identité, les changements de projet et les changements en santé. Il faut donc tenir compte du processus de développement adolescent qui va par ailleurs être modulé par la spécificité de sa maladie chronique. La compréhension de la maladie et ses enjeux, il faudra qu'il soit de plus en plus actif dans sa prise en charge, qu'il développe son autonomie personnelle et en santé, à un âge où les problèmes d'observance sont particulièrement marqués. D'autre part, la maladie, le handicap peuvent affecter le développement de l'estime de soi. Il est important aussi de considérer que les modes de fonctionnement et les cultures de service sont très différents entre la pédiatrie et le service adulte. Et donc, il faudra aussi qu'ils s'adaptent à cette modification de relations. Les cadres de référence sont différents, les disponibilités des médecins différents, les files actives beaucoup plus nombreuses en service adulte. La consultation ne se déroule pas de la même façon. Dans certains cas, les médecins n'examinent plus, ne pèsent plus, ne mesurent plus, ne font plus toutes sortes de rites auxquels l'adolescent, l'enfant a été habitué. Il faudra donc qu'ils comprennent ces nouveaux fonctionnements et que dans ce nouveau fonctionnement, ils puissent créer un nouveau lien. Un dernier point que je voulais souligner est que pour une même pathologie, il y a des spécificités cliniques propres à une maladie ayant débuté dans l'enfance par rapport au profil connu par les services adultes. Alors, si on parle particulièrement du Sud, comme ici en Afrique, on a plutôt affaire à des jeunes qui ont été pris en charge de façon tardive et le VIH avait déjà eu un impact sur la croissance staturopondérale. Donc, un quart de ces jeunes présentent un retard de croissance majeur et des retards de développement pubertaire. Dès lors, ils ont un aspect physique très différent et très en deçà de leur âge chronologique. Certains d'entre eux peuvent présenter des lipodystrophies. Un problème assez commun à tous est que l'annonce reste encore très tardive de leur diagnostic, de sorte qu'ils maîtrisent souvent depuis très peu le fait qu'ils sont porteurs du VIH. Ce VIH, pour eux, se confond avec leur identité propre puisqu'ils sont nés avec le VIH. Ensuite encore, ces jeunes ont aussi vécu des traumatismes multiples. Ces traumatismes sont notamment les décès fréquents des parents ou de membres de leur fratrie et l'adoption, entre guillemets, par une famille élargie qui n'est pas toujours bienveillante, qui n'a pas toujours assuré de façon correcte la prise en charge et la continuité de leur suivi. La scolarité n'est pas toujours très investie, il peut y avoir des handicaps physiques. Et enfin, sur un plan matériel, beaucoup de choses de la prise en charge étaient subventionnées, prises en charge de façon gratuite en pédiatrie, mais ne l'est plus ou plus dans la même proportion dans le cadre d'un suivi adulte. Et donc, les challenges dans cette transition et dans cette nouvelle prise en charge, ce sera de maintenir un bon suivi médical, mais également de soutenir le développement d'un projet de vie personnelle au niveau familial, social, scolaire, professionnel. Alors, que trouve-t-on dans la littérature? Des points que je vais reprendre. L'importance d'anticiper les difficultés, de savoir évaluer l'aptitude à la transition,
Il existe pour cela des échelles, des autoquestionnaires, mais aussi l'importance des groupes de patients pour les préparer à la transition, aussi différentes formules existantes, des consultations de transition, des espaces dédiés, l'importance de familiariser les jeunes avec les locaux de leur futur suivi, ainsi que le personnel. Mais il faut aussi anticiper, préparer, gérer les problèmes logistiques et matériels liés à cette transition, les problèmes de couverture sociale qui souvent n'existent pas, mais c'est toute l'importance du travail que va pouvoir faire le travailleur social. Et puis, les problèmes de souffrance mentale qui sont particulièrement marqués à l'adolescence doivent être pris en compte et en pédiatrie et au niveau du service adulte. Dans ce service adulte, la littérature retrouve l'importance d'un référent disponible, connaissant la problématique propre aux adolescents, mais aussi l'importance de bien savoir communiquer entre professionnels et que les professionnels adultes se forment aux spécificités adolescentes. Alors on disait une étape primordiale, une étape, oui, mais avant tout un processus en 3 phases. La première est celle de la préparation au passage au cours du suivi pédiatrique, puis la façon dont va se faire ce premier contact, souvent déterminant, avec le suivi adulte, et puis l'appropriation de ce suivi en milieu adulte jusqu'à ce qu'un transfert effectif soit fait. Alors la première phase, le suivi en pédiatrie. Tout d'abord, il est indispensable de savoir reconnaître que ce n'est plus un enfant, mais un adolescent que l'on a devant soi. Il est en train de devenir adulte, il a des besoins spécifiques propres. Besoin d'être examiné seul, à part, sans ses parents. Besoin de connaître de façon complète son diagnostic. Nécessité d'envisager la problématique de la sexualité et des besoins propres qui en découlent, tels celui de la contraception. Qu'on discute avec lui, son projet scolaire, son projet professionnel. Dans ce suivi, il faut développer leur autonomie en santé au sein de leur autonomie globale et l'évaluer régulièrement. Il n'est pas possible de passer dans un service adulte un jeune qui n'est pas autonome. Il faut anticiper longtemps avant le passage le fait que le suivi n'aura pas toujours lieu en pédiatrie, mais qu'un moment viendra pour que le jeune soit suivi en service adulte et parler des critères, des lieux, des modalités possibles pour que s'il existe un choix, le jeune puisse réfléchir à celui qui lui conviendrait le mieux. Définir le moment approprié est important. Il est souhaitable, autant que possible, que ce soit un moment de stabilité clinique et émotionnelle et qu'on prenne en compte les difficultés matérielles et de santé mentale qui peuvent faire décider d'éventuellement différer le passage de quelques mois ou quelques années. Dans certaines équipes, il a été inventé une ritualisation du passage, car dans beaucoup de traditions africaines, il y a des rites de passage à l'adolescence. Dans une même réflexion, la ritualisation du passage adulte peut se créer, comme par exemple l'expérience de Bouaké. Dans d'autres cas, il peut y avoir une phase intermédiaire qui passe par le passage dans une structure dédiée à l'adolescence. Alors, cette diapo que certains d'entre vous connaissent, avec un slogan que je trouve utile, il faut savoir créer des ponts et non des murs, et c'est tout ça les enjeux du passage. Alors, pour que ce premier contact, donc la deuxième phase, se passe bien, il existe différentes modalités. Le lieu d'abord. Le lieu où le premier lieu où l'on rencontrera le médecin d'adulte, cela peut être dans le service de pédiatrie, mais cela peut être dans le service d'adulte, cela peut être dans une consultation dédiée ou pas. Cette consultation peut avoir lieu en binôme avec le pédiatre et le médecin d'adulte ensemble ou de façon alternée, successive. Il peut aussi y avoir des organisations d'hôpitaux de jour ou d'hôpitaux de jour groupés pour plusieurs jeunes qui vont passer ensemble en service d'adulte. De nombreuses formules existent. Les enjeux, en tout cas,
sont pour le médecin d'assurer une transmission des informations pertinentes, utiles au médecin et à l'équipe qui suivra le jeune. Cela peut être au moyen de courrier, de staff, de contact direct. Pour l'adolescent, ce premier contact, c'est l'occasion de faire connaissance non seulement avec un nouveau médecin, mais une nouvelle façon de procéder, une nouvelle culture, une nouvelle organisation, une nouvelle équipe, un nouveau lieu. Et il faudra cette familiarisation. Dans le cas particulier des prises en charge familiales, il faudra marquer le coup en créant un rapport nouveau avec l'adolescent qui doit avoir une place propre et notamment un temps de consultation qui lui est entièrement dédié où il sera vu seul. Et puis, une fois ce premier contact établi, va se créer le suivi en service adulte. Et maintenant, l'enjeu, c'est d'éviter les perdus de vue. C'est que le maintien dans le suivi soit effectif. Pour que se crée ce lien, il faut que le médecin soit identifié, que ça ne change pas à chaque consultation, que ce médecin soit engagé dans le suivi d'un jeune au long cours et qu'il soit investi de la confiance du jeune, mais qui est très dépendante de la confiance accordée à ce médecin par le pédiatre qu'il avait préalablement suivi. Ce médecin doit être disponible, doit être motivé, doit accepter les aléas, non pas les cautionner, mais les comprendre, l'inobservance initiale, le non-respect des horaires, les oublis de rendez-vous. Savoir repérer qu'un rendez-vous a été raté, savoir relancer le patient, redonner des rendez-vous de façon rapprochée pour que se crée un lien, pour que se crée une confiance, une connaissance. Un patient qui n'a pas été relancé, cela sera interprété par le jeune comme une absence d'intérêt pour lui et le contact ne va pas se créer. L'enfant devenu adolescent ne retournera pas vers ce médecin. Il est donc très, très important d'être attentif à ce que se crée cette nouvelle régularité et une vigilance particulière de cet accueil doit être prolongée sur plusieurs années. C'est ce que nous ont montré toutes les expériences, que ce soit notre expérience personnelle à Paris, mais en Belgique, mais au Sénégal. Il faut plusieurs années pour que le jeune puisse faire part du lot commun du suivi adulte. En conclusion, le passage à un suivi de médecine adulte est une étape cruciale pour les adolescents porteurs du VIH que l'on suit depuis l'enfance. Ce passage doit être anticipé, préparé, accompagné. Les services de pédiatrie ont commencé à évoluer. Les services de médecine adulte doivent aussi évoluer et adapter leur fonctionnement pour mieux accueillir ces jeunes qui arrivent en nombre croissant. À ces conditions seulement, on pourra faire baisser la mortalité encore inacceptable des adolescents. Je vous remercie. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Donc là, on va passer à du live après de l'enregistrement. Je suis un peu désolée de la qualité sonore parce que ça saute beaucoup, mais bon, comme il y avait quand même de l'écrit associé, je pense que vous avez pu entendre là une partie des messages. Donc, je suis chargée maintenant de faire de modérer un peu les questions-réponses qui correspondent aux deux présentations que Gilles et moi venons de faire. Ultérieurement, il y aura une présentation qui est celle de Madeleine qui va couvrir aussi le sujet du VHB de sorte que, en fonction des questions, on va voir un petit peu comment les questions se passent et en tout cas, on sait que si on a des questions aussi bien pour Gilles que pour moi, nous aurons du temps après la session suivante, ce d'autant qu'on nous a annoncé que la dernière des communications, celle qui concerne le Burundi, n'était pas présente, la personne n'était pas connectée, donc on devrait avoir un temps si toutefois il nous reste des questions non résolues dans la plage de 10 minutes qu'on a pour le moment avant de lancer la communication suivante. Donc, un certain nombre de questions sont apparues sur le chat.
en tout cas pour toi déjà, Gilles. Une première question de Guillaume Breton était « Merci pour cette excellente présentation. Dans le cas d'une prophylaxie par ténofovir au 3e trimestre, sans indication de traitement pour la mère elle-même, quels sont les risques liés à l'interruption du ténofovir pour la mère? Merci. » Ah, on ne t'entend pas. On voudrait pouvoir entendre Gilles. Ça va mieux là? Ah, là, on t'entend. Voilà, excusez-moi, c'était mon erreur. J'étais en mute. Voilà, merci pour cette question et merci à vous deux pour la modération de cette session qui est vraiment qui donne l'impression presque d'y être. Donc c'est très bien. Pour la question concernant la prophylaxie antivirale durant la grossesse, c'est vrai que ça c'est une des questions qui se posent et c'est aussi un des éléments qui est un peu différent par rapport au VIH parce qu'on sait que quand en général on stoppe un traitement VIH, il y a un certain nombre de problèmes comme l'émergence de résistance et autres, mais il n'y a pas de problème direct et aigu pour la santé de la personne qui stoppe le traitement. Alors c'est différent dans l'hépatite B parce qu'on sait que quand quelqu'un est sous traitement antiviral pour l'hépatite B et qu'il stoppe de manière abrupte son traitement, on a un certain risque de faire ce qu'on appelle un flair hépatique, donc une élévation rapide des transaminases, de l'inflammation du foie. Et ça a été bien démontré dans la pratique tous les jours. Dans ces deux études que je vous ai montrées, ces deux essais randomisés, mais aussi dans d'autres études observationnelles, on n'a pas l'impression que ce soit un risque majeur chez la femme enceinte. Et donc, après la naissance du bébé, on voit que très rarement ce genre de problème hépatique suite à l'interruption du traitement. Donc, il ne semble pas que ce soit un problème majeur dans ce genre de situation-là. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que la question de l'arrêt du traitement après la grossesse, et j'y ai fait référence vers la fin en montrant ce qu'on avait fait dans le domaine du VIH, donc la stratégie B+, où on s'est dit, il ne faut peut-être pas qu'on arrête à chaque fois le traitement. On sait qu'un certain nombre de ces femmes vont à nouveau être enceintes rapidement après quelques années et on va se retrouver fréquemment dans la situation arrêt, début. Et rien que pour cela, ça vaut la peine de la continuer. On a un petit peu la même situation dans l'hépatite B où on se dit, bon, on sait que on a un impact sur la transmission de la mère à l'enfant, mais peut-être que dans un certain nombre de situations, on pourrait se permettre également de continuer ce traitement de ténofovir qui est bien toléré durant un certain nombre d'années en tout cas durant la période où ces femmes peuvent à nouveau être enceintes dans les prochaines années. Donc ça, c'est une discussion qui doit vraiment avoir lieu et qui va être très intéressante ces prochaines années. En continuité avec ces questions et le parallèle qui est pris avec l'option B+, du VIH, quid du risque de transmission par l'allaitement et de l'importance de la couverture pendant le temps d'un allaitement poursuivi? Alors pour l'instant, l'allaitement peut être fait lors de la présence d'une hépatite B. On n'a pas le même risque de transmission de l'hépatite B que le VIH pendant l'allaitement. Donc on n'interdit pas ou on ne proscrit pas l'allaitement en cas d'hépatite B virale. Alors, une autre question. Une étude en cours a montré des taux d'anticorps très élevés chez des enfants qui ont reçu une seule dose à la naissance. Mais cette question est associée à une autre question que je livre aussi, qui est dans un autre sens peut-être, qui dit « Bonjour, qu'est-ce qui explique le fort taux d'échec vaccinal chez des enfants vaccinés à la naissance et qui ont reçu 2 doses de rappel ?» Donc, en fait, quelle durabilité de la protection? Oui, c'est une question compliquée parce qu'on a que très peu de données, notamment dans le contexte africain par rapport à l'efficacité et surtout à la durée de la protection d'anticorps sur le temps. On sait que la stratégie qui est actuellement proposée, c'est de faire la vaccination à la naissance et ensuite de faire le schéma vaccinal habituel des 3 doses. Et on sait que lorsque cela est fait correctement, on a ensuite, après donc ces 4 doses de vaccin en tout, une réponse vaccinale qui est assez bonne en général. Mais je dois dire que ça vient principalement d'études européennes et asiatiques. On a vraiment très peu de données en Afrique. On a été, je crois que hier,
je crois que c'était hier, lors d'une des sessions, des résultats d'une des études au Sénégal. L'étude AMBAS a été montrée et cette évaluation de la réponse des anticorps au vaccin est évaluée encore actuellement et je pense qu'on aura des résultats intéressants ces prochaines années. Mais je suis pas sûr qu'on puisse dire que la réponse est insuffisante quand on fait le schéma habituel pour l'instant. Alors, une autre question. J'aimerais savoir si la vaccination à la naissance uniquement sans administration d'immunoglobuline au bébé peut assurer une protection optimale. Oui, ça c'est encore une question difficile à laquelle il est difficile de donner une bonne réponse parce qu'on n'a pas la comparaison nécessaire. Pourquoi je dis ça? On a la plupart des études européennes ou en Amérique du Nord ou asiatiques, on a tout fait. C'est-à-dire on a fait et la vaccination à la naissance et les immunoglobulines. Alors que dans la plupart des études africaines, on n'a fait que la vaccination à la naissance. Et donc, c'est difficile actuellement de vous dire vaccination à la naissance suffit versus vaccination plus immunoglobulines parce qu'on n'a pas ces données comparatives, notamment d'Afrique. Mais on a l'impression, en tout cas, que la vaccination à la naissance active est plus importante dans ce contexte-là que la vaccination passive. Alors, je ne sais pas s'il nous reste encore un petit peu de temps. Une question qui peut se poser justement pour les mères co-infectées et qui ont des traitements efficaces vis-à-vis de l'hépatite B. Est-ce qu'il reste encore un intérêt de prescrire des immunoglobulines à la naissance en complément de la vaccination quand la mère est traitée efficacement pour son hépatite B? Oui, moi je pense que c'est une question qui se justifie et je pense que ces recommandations-là vont probablement changer avec le temps. Dans beaucoup de pays, on donne encore les immunoglobulines dans cette situation-là, mais par analogie au VIH et en voyant les résultats des différentes études, je crois qu'on peut dire de manière assez sûre que lorsqu'il y a une charge virale hépatite B indétectable lors de la naissance, le risque de transmission, il est très, très faible ou nul. Et donc, dans cette situation-là, je pense que l'immunoglobine est probablement pas d'une importance capitale. Eh bien, merci beaucoup. S'il reste encore des questions sur l'hépatite B, nous mettrons cette question à l'ordre du jour. Je n'ai pas vu de questions concernant l'adolescence. Si, Catherine. Catherine, oui. Je voulais quand même donc poser une question là-dessus. Parce que vraiment, ce que tu as présenté, c'est tout à fait l'expérience que nous avons à Abidjan concernant donc la transition des enfants avec beaucoup de difficultés. Et autant ce qui est du domaine de l'identification d'un médecin pour prendre en charge les adolescents, on réussit à le faire. Mais je voudrais savoir si tu as eu d'autres modèles pour l'organisation d'un service adulte pour prendre en charge justement ces adolescents. Parce qu'on a l'impression qu'on peut trouver des hommes, mais les systèmes, eux, bougent très, très difficilement. Et comment se fait la formation justement de ces médecins adultes? On a l'impression qu'ils ont peur des ados. Et ils disent tous, gardez-vous vos gamins là parce qu'ils sont trop difficiles à gérer. Est-ce que tu as des expériences de la manière dont ça s'est fait, cette formation Moi, je vais tout à fait dans ton sens et je pense qu'on a ce grand problème au niveau systémique. Individuellement, ça va. Au niveau système, ça ne va pas. Et moi, je considère qu'il y a une motivation qui reste très largement insuffisante de la part des médecins d'adultes. Je me bats contre ça depuis largement plus de 10 ans pour que la thématique transition sorte des sessions pédiatriques pour être mise dans des sessions d'adultes, pour que les médecins d'adultes s'intéressent à cette problématique. Parce que on ne peut pas s'improviser, ça n'est pas vrai, ça n'est pas parce qu'on connaît le VIH adulte qu'on sait créer ce lien avec l'adolescent et s'en occuper de façon pertinente. Donc, c'est un sujet réellement d'adultes. J'ai beaucoup essayé de militer et particulièrement au sein d'Afravi. J'avais essayé d'obtenir et ça a été très difficile il y a 2 ans, de faire un thème, une présentation sur ce sujet à l'Afravi de Bordeaux en le sortant du contexte
de pédiatrie, mais c'était le dernier jour, le jour où il y avait 8 personnes dans la salle à 8 heures du matin. Donc, il y a un vrai problème de sortir cette thématique de la pédiatrie. Ça n'est pas encore fini, mais un certain nombre de pédiatres ont commencé à vraiment réfléchir le fait qu'un enfant n'était plus un enfant, il était un adolescent, il fallait le préparer à la suite. Cette prise de conscience, elle a commencé, mais de l'autre côté, la prise de conscience de l'importance de s'adapter structurellement et pas que individuellement, elle est tout à fait insuffisante et pas qu'en Afrique. C'est un combat qu'il faut vraiment mener et j'espère que parmi nos auditeurs, il y a aussi des médecins d'adultes qui sont prêts à reprendre le flambeau pour que la partie soit importante. Même si j'avais fait tout un travail à un moment donné au niveau de notre groupe hospitalier qui montrait que cette réalité était numériquement très faible, de l'ordre de 1% de leur activité, ce qui fait que effectivement il faut choisir d'investir un champ qui numériquement n'apparaît pas si élevé, mais qui par contre est très lourd en conséquences quand il y a les ruptures de suivi. Tout à fait, merci beaucoup. Donc, voilà, si d'autres questions se posent, je pense qu'on aura peut-être encore un peu de temps tout à l'heure. Je crois qu'il est l'heure, je ne vois pas trop le créneau horaire, mais je pense qu'il est temps que j'introduise dès maintenant la communication suivante de Madeleine. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on pourra reprendre avec du temps s'il y a des questions des auditeurs. Alors, Madeleine est une collègue et amie depuis de très nombreuses années, Madeleine Amory-Samy-Folquet. Elle est pédiatre, chef de service de pédiatrie au CHU Cocody d'Abidjan. Elle est présidente de l'UNAPSA, qui est l'Union des sociétés africaines de pédiatrie, vice-présidente de la Société ivoirienne de pédiatrie. Et puis, on se connaît donc depuis des années à travers le réseau Esther, les jumelages d'abord, et puis ce fameux réseau EVA des pédiatres et des équipes pédiatriques d'Afrique francophone, au sein de laquelle elle est tout à fait active et présente. Donc, je suis contente d'introduire aujourd'hui Madeleine Amory-Samy-Folquet pour qu'elle nous parle de la prévention de la transmission mère-enfant du VHB au sein d'une prise en charge VIH et VHB. Nous remercions les organisateurs d'AFA-VIH pour l'opportunité qu'ils nous offrent de présenter le projet d'Épice Néo. Il s'agit de la mise en place d'une stratégie de dépistage maternel systématique du VIH, VHB à l'accouchement avec un système d'information suivant les couples mère-enfant à travers le continuum de soins postnatal à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes demandé quelles étaient les opportunités d'intégration des services du VHB et du VIH quand on sait que les stratégies d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et du VHB reposent sur des plateformes de services communes pour la santé du couple mère-enfant et que les étapes du continuum de soins dans la PTME du VIH sont également des étapes clés pour la prévention de la transmission mère-enfant du VHB. L'objectif général de ce travail était de développer, de mettre en œuvre et d'évaluer un système d'information offrant une stratégie intégrée de dépistage maternel du VIH et VHB de routine à l'accouchement avec suivi du couple mère-enfant dans le continuum de soins à Abidjan. De façon spécifique, il s'agissait d'identifier dès la naissance les enfants exposés au VIH, de promouvoir leur dépistage systématique à 6 semaines par la PCR et leur traitement antirétroviral de façon précoce, de donner une seconde opportunité d'entrer dans les soins pour la mère infectée par le VIH non identifiée avant l'accouchement par la PTME et enfin d'identifier les mères infectées par le VHB à l'accouchement puis les référer vers une prise en charge adéquate et de proposer un vaccin antivirus de l'hépatite B à J0 aux enfants qui étaient exposés. Sous l'autorité du Programme national de lutte contre le sida, ce projet a été mené de 2016 à 2018
Et de façon aléatoire, nous avons choisi 5 maternités, dont une, la maternité du CHU de Cocody, qui était un centre de référence. Et il faut noter une forte implication des conseillères communautaires dans ce travail. Comment s'est déroulées nos interventions? Le point de départ, c'était la salle d'accouchement. Donc, aux femmes qui venaient accoucher pour le virus de l'infection immunodéficience, le virus du VIH, donc, sur ces femmes-là était fait le test de dépistage rapide. Et lorsqu'elle était positive, l'enfant donc exposé au VIH recevait donc un kit et le couple mère-enfant était référé vers la conseillère communautaire. Et le suivi de l'enfant était calqué au programme élargi de vaccination ivoirien. Donc, il revenait à S6 et à S6, on lui faisait sa PCR, DBS, et il lui était remis le cotrimazole pour sa prophylaxie. L'enfant était revu à S10 et à S10, quand il a pu faire sa PCR à S6, le résultat était remis aux parents. Dans le cas contraire, on lui faisait la PCR et on lui remettait ses ARV lorsqu'il était positif. Et ceci a été fait également à S14. La sérologie de ces enfants a été faite à M9, la sérologie VIH, et le rendu des résultats ensuite. Et concernant l'infection par le virus de l'hépatite B, le TDR était fait donc à la naissance aux femmes enceintes. Lorsqu'elles étaient positives, elles étaient référées vers un centre pour une meilleure prise en charge et l'enfant recevait donc sa vaccination dès J0. Et les autres doses de vaccin étaient données à l'occasion du programme de la vaccination contenu dans le programme élargi de vaccination. Et il était donc revu à S6, à S10, à S14 et à M9 était fait le dépistage de l'infection par l'hépatite B. Concernant le système d'information des PISNEO, il y avait 5 fonctionnalités: la documentation, le cahier d'observation, le report des données sous format Access, les alertes, les indicateurs. Il faut dire que la saisie se faisait de façon journalière. Quels ont été nos résultats et quelles discussions pouvons-nous faire? Concernant le virus de l'hépatite B, donc l'infection par l'hépatite B, l'acceptabilité du dépistage maternel de ce test était à l'accouchement très bonne, de 95%, même dans les centres où il y avait une forte activité. Et la prévalence du VHB était élevée à 6%. Et la faisabilité et l'excellente acceptabilité de la vaccination néonatale était vraiment de mise, puisqu'on le voit, 98,7% des enfants ont été vaccinés. Et ce travail donc a permis aux autorités, nous a permis de montrer aux autorités l'importance de vacciner le nouveau-né contre l'hépatite B dès la naissance. Donc tous les nouveau-nés sont vaccinés maintenant dès la naissance dans le cadre du programme élargi de vaccination. Mais la couverture du dépistage du VHB des enfants exposés est vraiment insuffisante. Comme on le voit, elle est de 44,7%. Et cette étude a permis de mettre en évidence 9 enfants qui ont été infectés donc, par l'hépatite B et donc ils ont été référés pour une meilleure prise en charge. Concernant l'infection à VIH, on note une grande acceptabilité du test qui était de 99,4%, puisque c'est ce qui est fait en routine selon les instructions du Programme national de lutte contre le sida. Le projet a permis d'offrir une seconde opportunité d'accès aux soins à 18,5% des femmes infectées par le VIH qui n'étaient soit pas informées de leur statut VIH ou soit pas prises en charge donc dans le cadre de la PTME. Sur cette diapositive, nous voyons que la couverture du dépistage précoce par DBS était de 59% dans le cadre de ce projet et la relance effectuée dans le cadre du projet a permis d'élever cette couverture à 66%. Donc, nous pouvons dire que l'effet du projet se traduit ici par une augmentation relative significative globale de plus de 12%. On note cependant de nombreux goulots d'étranglement dans la cascade de dépistage du VIH chez le nourrisson au niveau de la réalisation du DBS à S6. On note que
il y a eu 34% d'opportunités manquées de réalisation de ce prélèvement puisqu'il n'était que de 66%. Et donc, les résultats rendus, on a 9% de déperdition, donc les résultats, on n'a que 7% qui ont été rendus à la famille. Les causes de PCR non réalisées sont le décès, les perdus de vue, les retraits de consentement. Et pour les PCR réalisés, 66%, il faut noter un délai médian de résultats rendus aux parents qui était de 49 jours, avec des intervalles qui étaient de 28 à 73 jours, ce qui montre l'intérêt des point of care pour permettre de réduire donc le rendu des résultats des PCR. 15 enfants avaient une PCR positive et 7 ont eu un test de confirmation, dont 2 étaient des faux positifs. Donc, parmi les 13 enfants infectés par le VIH présumé, il y a 11 qui ont été mis sous traitement antirétroviral. Que pouvons-nous dire en conclusion? Nous pouvons dire que le dépistage en routine du VIH et du VHB en salle d'accouchement et la vaccination anti-VHB à la naissance sont faisables et bien acceptés. Et la couverture du dépistage précoce du VIH était de 59% et atteignait 66% après alerte du système d'EPIS-NEO. Donc vraiment, la forte implication des conseillères communautaires a vraiment permis d'augmenter ce taux de dépistage. Le délai et le rendu de résultats restent longs et l'accès au traitement précoce reste perfectible. Il y a donc nécessité d'un engagement de l'État dans la prise en charge de l'infection à VHB en Côte d'Ivoire, en développant des stratégies de dépistage prénatal avec recherche d'antigène HBS en consultation prénatale de façon gratuite, traitement et suivi sont à promouvoir et à offrir, et ainsi qu'une vaccination vraiment de façon correcte dès la naissance, dans les 24 heures. Il faut donc un plaidoyer national et international qui reste vraiment indispensable, d'où l'appel AFRA-VIH. Nous remercions toute l'équipe projet, les experts qui ont été associés, les différents sites qui ont participé à ce travail, les différents partenaires, le Programme national de lutte contre le sida, le PNLS, le programme élargi de vaccination, tout le programme vraiment qui a participé à cela. Et encore un grand merci à l'équipe Nord, surtout à Valériane. Nous vous remercions pour votre attention. Alors, merci beaucoup Madeleine pour ta présentation très intéressante et très informative. Je peux te dire que je suis à côté, mais j'en apprends toujours de ta part. Hein. Alors, nous n'avons malheureusement pas pu avoir la connexion de Madame Niang pour sa présentation. Donc, je pense que nous allons reprendre la séance de questions-réponses avec celle que nous avons pu avoir pour l'instant. Alors, là, j'ai une question pour Catherine. Alors, vous avez donc Madame Rénal qui demande si les pédiatres ayant pris en charge les maladies chroniques comme le diabète ne pourraient pas contribuer avec leur expérience à ce problème de continuité enfant-ado-adulte. Oui, cette question est tout à fait pertinente. Nous avons mené à l'hôpital Trousseau où je travaille, j'ai été chargée il y a un certain nombre d'années d'une réflexion pour le plan stratégique de l'hôpital qui était assurer la continuité et la sécurité dans les services adultes des enfants suivis pour des pathologies chroniques en pédiatrie. Et du coup, de réfléchir de façon globale à tous les patients ayant des problèmes chroniques de pédiatrie et leur aval et comment chacun d'entre nous gérait ce passage. Et j'avais à cette période-là constitué un groupe de réflexion qui était fait aussi bien de personnes des équipes pédiatriques que des équipes adultes de différentes pathologies, que ce soit la neuro, la gastro, le handicap, enfin bon, toutes les différentes
sous-spécialités représentées dans notre hôpital, et ainsi que des personnes du service social, des psychologues, enfin pour vraiment un groupe large pour voir un petit peu cette question de préparation en amont et de gestion de l'aval. Donc, il peut y avoir, c'est toujours très intéressant, et je pense que chacun dans sa réalité doit essayer de réfléchir aux traits communs et aux différences qu'il peut y avoir entre certaines problématiques communes. Et par exemple, dans le cadre de ces jumelages qu'on a pu faire avec Esther, on avait beaucoup réfléchi ça avec les collègues de ESSOS à Yaoundé pour justement réfléchir déjà le concept de maladie chronique en pédiatrie, les particularités qu'il pouvait y avoir au VIH, qu'est-ce qui n'était pas forcément propre au VIH et qui pouvait être intéressant d'être réfléchi avec, comme par exemple la drépanocytose, et d'élargir pour peut-être essayer de sortir de la stigmatisation propre à la pathologie VIH. Et avec ça aussi, de réfléchir à la transition. Mais il y a des points communs et puis il y a des fortes différences. C'est-à-dire que certains points communs sont que à ne pas réfléchir la transition, il y a des catastrophes avec le diabète, comme il peut y avoir des catastrophes avec le VIH, et ça a été très bien montré. Il y a toutes sortes de publications qui montrent le risque important de perdu de vue pour des enfants diabétiques avec des conséquences souvent extrêmement graves, des décès, des comas, etc., quand ça n'a pas été préparé. Mais il y a de grosses différences aussi en termes familial, en termes d'appui familial, par exemple, dans le contexte du diabète par rapport à ce qu'il y a dans le VIH. La stigmatisation n'est pas la même, le rapport à la sexualité n'est pas le même. Il y a un grand nombre de questions qui sont quand même très différentes. Mais dans l'idée, se dire que pour un certain nombre de pathologies chroniques d'enfants qu'on peut maintenant amener à l'âge adulte, alors que précédemment, on n'avait pas pu le faire, qu'il y ait une réflexion et une réflexion commune pour en revenir à ce groupe que nous avions constitué pour ce plan stratégique. Nous avons effectivement recherché tout ce qu'il pouvait y avoir de points communs pour établir une charte de la transition qui était une charte en 3 temps commune avec qu'est-ce qui était nécessaire de réfléchir dans le temps pédiatrique, qu'est-ce qui était nécessaire de réfléchir au moment de la transition, comment il fallait assurer la suite et la sécurité de la suite. Et effectivement, il y avait un certain nombre de modèles différents, mais ces 3 points-là, avec les questions que j'ai un peu abordées, j'ai repris certains points de cette charte dans la présentation que j'ai fait aujourd'hui. Par exemple, la réflexion par rapport à l'autonomie personnelle, l'autonomie en santé, ça c'est des points communs qui sont importants à réfléchir, quelle que soit la pathologie qu'on peut avoir, mais d'autres choses vont pouvoir être potentiellement très différentes. Je me souviens de discussions intéressantes qu'on avait pu avoir aussi avec des médecins d'adultes sur certaines pathologies, des pathologies neurologiques lysosomiales que les médecins d'adultes croyaient connaître parce qu'il y avait une forme de révélation neurologique à l'âge adulte de ces pathologies, mais sous le même nom, la pathologie révélée en pédiatrie donnait des tableaux totalement différents. Donc, il faut bien aussi que les équipes adultes sachent se remettre un petit peu en question. Il n'y a pas que le relationnel, il n'y a pas que le génotype, il y a aussi des cliniques particulières qui doivent être connues. D'accord. Je voulais justement faire un petit pont avec toi, Marie-Chantal, puisqu'il y avait une question de Nadine Trocmé sur l'écran qui dit
Est-ce que Marie-Chantal Kakou, psychologue, pourrait nous dire comment elle intervient dans le processus de transition, car la transition n'est pas qu'un problème médical? Oui, effectivement, c'est un problème que nous vivons donc beaucoup en tant que psychologue. Alors, en règle générale, ce que nous faisons, Nadine, c'est que déjà, nous avons une concertation avec le pédiatre du service, avec les pédiatres donc, du service par rapport aux enfants qui doivent passer en service adulte. Alors, il faut dire que ça dépend beaucoup donc de l'âge, comme tu as dit, ça dépend du niveau de maturité. Il y a des enfants aussi que les pédiatres sont prêts à lâcher. Il y en a d'autres qui ne sont pas prêts à lâcher du tout parce qu'ils se disent non, ils risquent d'avoir un problème. Et donc, une fois qu'on a eu cette concertation dans le service, nous allons avoir une consultation de transition, la fameuse consultation de transition, et dans laquelle nous allons faire ce qui est du domaine donc de l'évaluation à la fois de la maturité, mais aussi du désir de cet enfant de partir, d'évoluer, de grandir et de sa capacité à intégrer vraiment donc l'autre service. Alors, ça prend un certain temps. En règle générale, nous faisons donc plusieurs consultations donc psychologiques. C'est un accompagnement pour lesquels il y a des éléments qui sont cognitifs qu'on essaie de regarder. On essaie de regarder aussi certains éléments affectifs. Et vous avez tout ce qui est du domaine de l'accompagnement après dans le service donc adulte. Mais je crois que peut-être le plus important, c'est que bien qu'il n'y ait pas au plan systémique par rapport à ce que Catherine disait, cette vigilance-là qui peut être mise en place lorsqu'ils partent, nous gardons cette possibilité pour eux de revenir en consultation non psycho chez les enfants. Et nous avons constaté qu'effectivement, ils utilisent ce biais-là pour revenir et pour parler donc de choses dont ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas parler avec les médecins du service adulte. Et c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, avec eux, on ne peut pas parler. Ils ont été habitués à des pédiatres qui fonctionnent d'une certaine façon, qui sont à l'écoute. Ils ont été habitués aussi, je pense qu'il y a un problème en termes d'éducation, qui est que ce sont des jeunes qui sont très branchés Internet, ils écoutent ce qui est du domaine de leur maladie, ils regardent ça, et ils ont tendance à vouloir poser des questions, alors que nos médecins en service adulte n'ont souvent pas le temps ou alors pas la formation nécessaire pour être remis en question par un gamin qui vous dit tu me donnes tel médicament, mais c'est pourquoi? Ça sert à quoi? Et puis j'ai besoin de te voir. Un enfant qui vous dit j'ai besoin de te voir, habituellement c'est le médecin qui dit je veux te voir. Donc ça pose donc pas mal de difficultés à ce niveau. Donc ils reviennent quand même donc en parler. Nous avons la possibilité donc à ce moment-là de pouvoir reprendre contact avec le médecin donc du service adulte qui est identifié pour les suivre. Mais disons que ce qu'il y a, c'est que ce médecin n'est pas toujours disponible et il y a pas mal de consultations qui se font avec les autres médecins qui, dès le départ, je le disais tout à l'heure, on a l'impression qu'ils ont un peu peur de ces ados. Ils les trouvent trop compliqués, ils les trouvent trop difficiles et je vous dirais même, c'est un peu comme s'ils se disaient, même au plan clinique, il y a une certaine peur à savoir je fais quoi, est-ce qu'il ne va pas me glisser entre les mains? Parce que c'est ce qui se passe donc quelquefois. Donc nous avons donc cette possibilité, mais je crois que l'une des choses les plus importantes, c'est qu'on a conservé le groupe de parole. On a conservé donc le groupe de parole dans lequel donc ils ont pu faire la transition avec le psychologue du service des adultes. Ils ont un groupe spécifique là-bas et ça permet quand même de pouvoir donc les suivre. Donc voilà un peu comment est-ce que nous intervenons donc à ce niveau, mais je continue de dire que si au plan systémique, nous n'avons pas des choses qui changent, nous allons continuer encore à avoir ces enfants, ces jeunes-là qui se replient sur eux-mêmes, qui deviennent des patients, ils viennent à la consultation, mais ils ne parlent plus de leurs problèmes. Et petit à petit, on a ces perdus de vue ou bien ces catastrophes au plan médical. Donc voilà ce qu'il en est, Nadine, pour ce que je fais habituellement. Alors, je pense que Gilles a une question pour Madeleine. Oui, merci. Gilles. Bonjour Madeleine. Bonjour Madeleine. Merci beaucoup pour ta présentation. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un projet
ultra important et je pense que c'est un projet qui va montrer la voie à d'autres initiatives dans la région pour évaluer ce genre d'aspect-là. Moi, j'avais deux petites questions pour toi. La première, c'est tu nous as montré qu'il y avait un certain nombre d'infections, donc de transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant. Je crois que tu as noté 9 ou une dizaine. Est-ce que tu sais si si ces femmes-là avaient une charge virale élevée ou étaient antigènes HBE positifs, ou est-ce que vous avez la possibilité d'évaluer cela? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'était, tu as montré que beaucoup de ces enfants n'avaient pas pu être testés après 9 mois, à peu près la moitié, je crois. Est-ce que tu as des raisons pourquoi ces enfants n'ont plus pu être revus à la consultation? D'accord. Marie-Chantal, Catherine et Gilles, c'est vraiment un plaisir d'avoir suivi cette session-là parce que c'est vraiment le problème au quotidien qu'on rencontre avec les adultes et tout. Ce projet d'épices néo, en même temps VIH et puis le virus de l'hépatite B a été vraiment formidable parce que ça nous a permis de tester donc le dépistage rapide en salle d'accouchement et ça nous a permis également de voir la faisabilité de la chose, la réalité de la chose. On sait que pour le VIH, on n'a pas de problème, tout est bien structuré. Et quand je dis on n'a pas de problème, c'est encore miser la chose parce que les personnes le voient comme un surcroît. Et ce sont vraiment les conseillères communautaires qui ont mis de mener à bien ce travail. Comme vous savez, l'antigène à la recherche de l'antigène HBS sur la gestante est imposé dans le bilan prénatal, mais n'est pas réalisé parce que c'est un coût, donc les femmes ne peuvent pas le faire. Et pour la vaccination contre l'hépatite B, on l'avait dans notre programme, mais à partir de 6 semaines. Donc, ce travail-là nous a permis donc de dépister les femmes qui avaient, pour l'hépatite B, vous avez vu, le taux, la prévalence est le double même de l'infection à VIH. Donc, c'est vraiment une réalité. Il faut prendre en charge. Et utiliser les canevas du VIH, c'est possible. On n'a pas pu faire des recherches plus poussées chez la mère, mais elle a été conduite vers un centre de gastro-entérologie et avec le professeur Loès, des bilans ont été faits. Donc, vous avez vu qu'il fallait ce système de relance-là, parce que malgré que ce soit dans le cadre d'un projet, on avait beaucoup de perdus de vue. Donc, il fallait les relancer systématiquement pour venir faire leur vaccination. Donc, ce projet nous a montré qu'il ne fallait pas lâcher nos enfants comme ça dans la nature. Ceux qui sont nés, on pouvait les répertorier et puis on pouvait mettre des dispositions pour pouvoir les rappeler à chaque fois. Parce qu'ils savent qu'il faut faire la vaccination à 6 semaines, 10 semaines, mais certains ne viennent pas. Jusqu'à aujourd'hui, on a des enfants qui peuvent être hospitalisés, on regarde dans le carnet de santé, aucune vaccination, alors que c'est gratuit. Donc, il faut... Et parmi ces enfants qui ont été infectés, sans doute qu'ils ne sont pas venus, malgré qu'il y ait ces systems de relance, vous savez que ça a pu augmenter le taux, c'était pas vraiment à 100%. Donc, peut-être que ces enfants-là n'ont pas bénéficié d'une vaccination correcte. Peut-être que la virémie de la... Je crois que la bataille est toujours de mise, mais il ne faut vraiment pas lâcher le couple mère-enfant. Il faut qu'il y ait un système pour pouvoir les attirer dans les soins, surtout que c'est gratuit. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si je peux répondre à la question. Oui, alors Madeleine. C'est un peu décalé. Je oui, alors il y a Monsieur Breton, Madeleine, qui te remercie pour ta présentation. Et il demande si tu as observé une différence en termes de suite de vue pour les PCR à S6 entre les femmes qui ont découvert leur statut à l'accouchement et celles qui étaient traitées. En second lieu, il voudrait savoir si tu as pu évaluer le rôle du stigmate à l'origine donc des perdus de vue. Je n'ai pas bien compris la question parce que ça s'entrecoupe. Ah, bon, je vais reprendre. Bien. Alors, la première question, c'était, est-ce que vous avez observé une différence en termes de suite de vue pour les PCR à S6 entre les femmes qui ont découvert leur statut à l'accouchement
et celles qui étaient traitées? Deuxième question, est-ce que vous avez évalué le rôle du stigmate à l'origine des Ce serait périodes bien de vie? si on pouvait écrire dans le chat la question. Oui. L'écrire? Peut-on m'écrire la question en privé de chat parce que c'est des bouts de questions et j'ai du mal à suivre. Ah, ce serait intéressant, ça. Alors, je sais pas. Si on peut m'écrire, s'il vous plaît. Au niveau des organisateurs, est-ce que ce serait possible? Peut-être que ceux qui tiennent le chat, parce que j'ai du mal, parce que alors, j'essaie de voir. À comprendre. Alors. OK. Est-ce qu'au niveau de l'organisation, est-ce que ce serait possible? Oui, puisque j'ai... J'arrive pas, moi. Quand il a dit qu'il avait une question pour Madeleine, c'est apparu, donc je pense que ça peut apparaître. Oui, je crois. Voilà. Alors, je crois que Catherine a essayé de t'envoyer. Voilà. Elle a dit différence entre perdu de vue entre récemment dépistées et celles qui ont déjà été traitées. Ah oui, c'est vrai quand même, parce qu'on vous a dit, parmi nos femmes, les dépistages étaient systématiques. Par exemple, pour le VIH, qu'importe la femme avait déjà bénéficié de la PTME. Donc, il y a des femmes qui se savaient positives. Malgré ça, on a fait quand même le dépistage. Il y a des femmes aussi qui ne se savaient pas positives puisqu'elles ont raté la PTME, ça n'a pas été fait, alors que normalement, c'est imposé. Donc, différence entre perdu de vue entre femmes récemment dépistées et celles qui ont déjà été traitées. On n'a pas vraiment analysé en ce sens, mais je pense que logiquement, oui, il devait y avoir une différence. Mais je ne peux pas vous dire de façon statistique. Rôle de la stigmatisation à l'origine des perdus de vue, je crois que oui. Je crois que oui, parce que on a des femmes qui se savaient positives, par exemple, concernant le VIH, mais qui n'ont pas avoué leur statut. Donc, quand on a fait, la conseillère communautaire a vraiment insisté. En fait, ici, il faut voir vraiment le rôle de écoute qu'il faut avoir avec les femmes et vraiment de relance. Et ça, une bonne équipe de prise en charge et la conseillère communautaire était vraiment bien placée. En fait, c'est le lieu d'expliquer, de comprendre la position de ces conseillères communautaires-là, surtout dans les centres comme le CH de Cocody, où il y a un surcroît de travail, où le personnel n'est pas toujours à l'écoute, pas parce qu'il a envie, mais qui n'a pas le temps de prendre en charge. C'est la conseillère communautaire qui a vraiment été le pion pour pouvoir assurer la rétention dans les soins du couple mère-enfant. Mais on a assisté à des problèmes où on donnait de faux numéros de téléphone. Vous avez vu, quand on rappelait, le numéro n'était pas attribué et tout. Mais je pense que il faut qu'on développe des stratégies pour lever ces genres de barrières. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Si. Catherine? Oui, moi je voulais poser une question en fait un petit peu à vous deux sur pourquoi ne pas instituer le vaccin de l'hépatite en période néonatale de façon universelle versus vaccin ciblé, parce que d'autres pays, par exemple les États-Unis, les enfants sont vaccinés le jour de leur naissance ou au plus tard le lendemain. Est-ce que ça ne pourrait pas, dans des pays qui ont de toute façon une forte épidémie d'hépatite B, ne pourrait pas être utile qu'il y ait dépistage ou qu'il n'y ait pas dépistage de l'antigène HBS? Merci Catherine. Je pense que dans la présentation que j'ai faite, j'ai dit que le fait d'avoir mené ce projet, de toute façon c'était la bataille des pédiatres, mais le fait d'avoir mené ce projet et d'avoir présenté ce projet-là à tous les programmes, et à mener l'introduction de ce vaccin dès J0 à tous les nouveau-nés, sans distinction qu'ils soient exposés ou pas. Donc, le vaccin maintenant contre l'hépatite B se fait dès la naissance, dans les 24 heures, chez tout nouveau-né, en même temps que le BCG et l'administration de polio oral. Donc, ça, vraiment, c'est à l'endroit de
de ce projet qui a été mené là. Et je dis vraiment merci à nos investigateurs du Nord parce que tous les programmes ont été associés et le rendu du résultat a boosté l'introduction donc de ce vaccin dès J0, qu'importe le statut de la mère concernant l'hépatite B. Maintenant, il faut qu'elle fasse le dépistage de l'antigène HBS. Je pense que ça, c'est une autre bataille pour pouvoir les référer pour une prise en charge adéquate, comme l'a si bien souligné Gilles. Je pense que l'avantage de cette stratégie de donner le vaccin à la naissance à tout le monde, indépendamment du statut, c'est vraiment que c'est une intervention qui est censée être facile à implémenter, en tout cas dans certains contextes, et qui ne dépend pas d'un test au préalable ou d'une autre mesure de laboratoire au préalable. C'est-à-dire qu'on peut de manière tout à fait sans discrimination donner ce vaccin à tout le monde sans qu'il y ait eu un test auparavant. Donc, c'est une mesure qui est vraiment facile à amener dans ces différentes populations-là. Mais ça ne remplace pas non plus le testing. Je pense que le testing de l'hépatite B reste vraiment très, très important, surtout pendant la grossesse, pour qu'on puisse également mettre les femmes enceintes sous traitement antiviral si elles en ont besoin. Et puis, je voulais ajouter, Gilles, que malgré qu'on ait pris la décision donc, de pouvoir administrer ce vaccin dès J0, il y a des problèmes de faisabilité. Parce que les femmes qui vaccinent ne sont pas toujours là en salle d'accouchement. Il n'y a pas de dispositif pour mettre en place à disposition ces vaccins-là. Donc, des fois, les enfants sont un peu décalés de 24 à 72 heures. Donc, ça pose encore un problème. Mais déjà, on peut saluer l'initiative d'avoir, de dire que ça débute dès J0. Maintenant, il faut préparer toute la logistique pour que ça soit effectué. Merci. Alors, Madeleine, j'essaie de t'envoyer une question là. Je ne sais pas si Marie. Oui, alors j'essaie de la taper pour toi. Ajouter. Alors, j'essaie de te taper une question. Elle va te parvenir bientôt. VIH. Alors. Et c'est peut-être que je vais. Ça sera mieux. Allez. Alors, il y a des fautes, regarde pas. Voilà. Les 9 enfants infectés ont-ils reçu la vaccination à J0. Leur mère était dépistée VIH et sous traitement. Donc, elle demande, les 9 enfants ont-ils reçu la vaccination de l'hépatite B à J0? Oui, on a vu presque tous nos enfants, les enfants ont tous été vaccinés. La couverture vaccinale était très importante, donc ils ont reçu la vaccination, mais c'est dans le suivi, les autres doses. Donc, qu'il faudrait faire la part des choses. Je pense qu'on va dépouiller. Et leur mère était-elle dépistée VIH et sous traitement? Il y en avait où la mère était VIH sous traitement. Il y en a aussi qui n'ont pas, dont la mère n'était pas VIH. Mais tout le monde a été dépisté. Tous ces enfants ont été dépistés. Toutes les mères ont été dépistées contre le VIH et contre l'hépatite B. Cette question ramène au point que j'ai fait tout à l'heure, et je pense que même si vous n'avez pas fait de charge virale et autres de manière systématique à toutes les femmes enceintes, je pense que ce serait vraiment important de bien caractériser ces 9 femmes-là, d'en savoir un peu plus, donc d'utiliser du plasma que vous auriez stocké, ou j'en sais rien, pour avoir une très bonne idée de la situation très concrète de ces 9 situations-là. Je pense qu'on a des échantillons et que le travail est en train de se faire. Merci. Alors, maintenant, nous avons des point of care. Hein. Donc, le délai du rendu des résultats par PCR, maintenant, on n'a plus de problème puisque maintenant, on a les point of care. Quand on commençait cette étude-là, on n'avait pas de point of care. Donc, il fallait acheminer les prélèvements, attendre qu'on nous donne les résultats. Et on a vu le long délai de rendu du résultat. Vous avez vu que ça variait entre 28 et 78 jours. Et puis, avec une moyenne de 48 jours. Mais maintenant, dès le jour même, on peut avoir les résultats de PCR. Donc, il y a eu une grande amélioration avec l'installation des point of care un peu partout en Côte d'Ivoire, pas seulement à Abidjan. Bien, alors, je crois que nous pouvons prendre encore la dernière question, peut-être. Alors, vous avez Monsieur Traoré qui demande quel est le meilleur marqueur pour poser le diagnostic de l'hépatite B et quelle est son évolution chez une femme enceinte?
Ça, je laisse la réponse à Gilles. Hein. Bon, la première question, c'est donc le meilleur marqueur pour le dépistage, c'est donc la mesure de l'antigène HBS qui permet de véritablement mettre la main sur les personnes qui ont une hépatite B chronique. Hein. Donc, le test de l'antigène HBS qui peut se faire au labo, mais aussi avec des tests rapides qui sont pas chers du tout. En général, on demande une confirmation de ce test positif avec une charge virale qui nous permettra de donner de meilleurs éléments sur l'activité de cette maladie-là. Maintenant, l'évolution de ces différents marqueurs pendant la grossesse, je suis pas gynécologue et j'ai de la peine à vous répondre exactement si la charge virale, elle augmente ou elle baisse durant la grossesse. Mais j'ai l'impression qu'on peut donner les conclusions qu'on pourrait donner pour le VIH également. Donc, moi, je n'ai pas connaissance d'une variation énorme de la charge virale entre le début et la fin de la grossesse. Le plus important, et ça, c'est le point peut-être à retenir, c'est que si on a une charge virale élevée durant la grossesse, il faut absolument baisser cette charge virale pour diminuer le risque de transmission au minimum. C'est ça le plus important. Bien. Donc, je crois que nous n'avons plus d'autres questions. Alors, il y en a bien une, mais je ne suis pas sûre que nous ayons le temps donc de la prendre. Catherine, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, ça, la question, elle sort complètement, du sujet d'aujourd'hui, mais elle souligne quelle est la préoccupation d'aujourd'hui. En fait, cette question dit, j'aimerais savoir pour les mères séropositives, VIH, qui accouchent par voie basse, quelles sont les possibilités, selon les statistiques, que les nouveau-nés soient négatifs, et du point de vue nutritionnel, peut-on recommander l'allaitement maternel dans certains cas? Alors, ça n'était pas du tout le sujet de la session d'aujourd'hui. Je crois que ça reflète effectivement quand même les fortes préoccupations, le sujet de l'allaitement maternel aujourd'hui, dans la perspective actuelle d'une amélioration des taux de transmission et de la sécurisation. Il ne faut pas oublier que quand même, on n'est pas tout à fait logé à la même enseigne, je pense, dans les patients qu'on voit dans des pays tels qu'en France, où on a certaines femmes qui sont traitées quelquefois depuis plus de 10 ans avec une charge virale indétectable, et des situations plus communes en Afrique où les femmes ont un traitement qui a commencé pendant la grossesse. Donc, on ne compare pas toujours la même chose pour pouvoir dire quels sont les cas qui seraient vraiment acceptables d'allaitement maternel sécurisé. En tout cas, dans la réalité des faits pour l'allaitement maternel aujourd'hui, c'est que un risque persiste qui n'existe pas si l'allaitement est un allaitement artificiel, mais que les compromis de risques et bénéfices doivent être vraiment appréciés au cas par cas dans les réalités différentes. Donc, c'est vraiment un autre sujet que celui de la table ronde. Voilà, et je pense qu'il y a des forums de discussion donc à ce niveau qui pourraient être profitables. En tout cas, merci infiniment à tout le monde. Merci Gilles, merci Madeleine, merci Catherine pour votre participation, pour ces discussions, pour toutes ces choses que nous avons apprises. Et merci à tous ceux qui étaient connectés. Nous espérons que la discussion pourra se continuer donc sous d'autres auspices. Et merci beaucoup aussi à tous les organisateurs de la FRA-VIH pour cette session. Merci aussi à tous ces ingénieurs qui nous ont coachés, parce que je vous assure que ce n'était pas forcément facile. Nous ne sommes pas forcément des foudres de guerre en termes d'informatique. Et vraiment, avoir réussi à garder quand même l'identité de la FRA-VIH sur tout ceci, je crois que c'était formidable. En tout cas, merci et à bientôt. Merci. Et contente de vous avoir vu. Nous aussi. Au revoir. Bonne suite. Voilà. Merci. Et à tous.